Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte. Il y a un truc qui s'est posé à moi assez vite, c'est dès que tu as un premier truc qui marche, en fait, faut le maintenir. Le problème, c'est que si tu fais que les améliorations incrémentales, tu as un risque déjà de plus innover, donc d'être sur des vieilles stacks et de plus changer ta stack. Tu as un risque au niveau des équipes, qu'ils en aient marre de juste traiter des bugs. Et en plus, le problème, c'est que si tu changes jamais ta stack, tu auras de plus en plus de bugs, de plus en plus d'améliorations incrémentales. Et en fait, à un moment, tu vas plus scaler, tu peux pas mettre 20, 200 personnes pour gérer juste du run. Le fait d'avoir tous ces objectifs, on se dit, il faut au moins qu'il y ait 30% d'objectifs de fond à chaque trimestre. Et ça nous force à nous dire, on va continuer à innover, on va pas le faire en un coup, mais on continue à innover. Avant de débuter, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial si vous pouviez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Il vous faut juste un Mac ou un iPhone. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Alors, aujourd'hui, je reçois Christelle, qui est Head of Data de Lydia. On va parler de plein de choses, des projets que vous avez menés en data chez Lydia, et on va surtout parler d'un de tes plus gros challenges, à savoir comment faire tourner la machine, donc la machine data, tout en gardant les équipes motivées. Donc, je t'avoue que ce challenge m'a un peu intrigué et je suis impatient que tu nous en dises un peu plus. Hello Christelle. Bonjour. Ça va ? Ouais, très bien. Alors déjà, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Lydia ? Oui. Alors Lydia, c'est une app 100% mobile qui permet de gérer ton argent du quotidien plus facilement et sans les contraintes que tu peux avoir dans d'autres institutions financières. Historiquement, Lydia, c'est plutôt connu pour ses activités de transfert d'argent entre amis, mais aussi pour la notion de terminal bancaire. Donc ça, c'est un petit peu moins connu du grand public, mais on est très implanté sur les campus en France. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles il y a à peu près 45% des Français de moins de 30 ans qui ont un compte Lydia. Et du coup, c'est 6 millions d'utilisateurs en tout. Mais depuis 2017, il y a vraiment une volonté de faire plus que ça. Et du coup, il y a eu un développement d'un compte courant, de carte Visa, de comptes partagés, d'épargne, de trading et plein d'autres choses. Et le tout, c'est, avec la même idée en tête, de proposer des services financiers qui soient faciles d'accès pour tous et sans t'imposer les contraintes finalement que tu as intégrées, qui sont les contraintes des institutions financières. Un exemple pour expliquer ça, c'est par exemple le compte partagé. Donc pour ouvrir un compte joint dans une banque, faut se déplacer, faire des papiers, avoir un lien spécifique avec les personnes avec qui tu ouvres un compte partagé. Alors que sur Lydia, ça prend 2 minutes. T'invites les gens que tu veux inviter, et parce que c'est pas à nous de dire avec qui t'as le droit d'échanger de l'argent ou pas, mais c'est à toi de décider comment tu veux dépenser ton argent. Et du coup, il y a une vraie développement et réflexion sur la notion de compte courant et le fait de donner accès à toutes les features d'un compte courant, mais qui ne ressemblent qu'à toi. Donc on a rajouté pas mal de features de personnalisation pour que tu puisses renommer toutes tes transactions. Il y a soit des photos, des reçus. Et donc maintenant, en fait, l'idée, c'est de se dire, oui, tu dépenses de l'argent, mais tu dépenses de l'argent pour te créer des souvenirs, pour faire des choses avec. Et ton application, elle reflète ça, elle reflète tes dépenses et pas juste les contraintes techniques de la banque, quoi. Et sinon, au niveau employé, on est 220 maintenant. Et il y a une équipe data de un peu plus de 10 personnes, où il y a des super challenges, parce que vraiment, la data, elle est au cœur de tous les sujets, de tous les métiers. Et donc, il y a plein de trucs à faire, vraiment intéressants. Comment tu t'es retrouvé Head of Data chez Lydia ? Alors, moi, du coup, ça fait 4 ans que je suis chez Lydia, à peu près, un peu moins. Au départ, j'ai fait des études en mathématiques appliquées, dans une école d'ingénieurs généralistes. Donc, je me destinais plutôt à des métiers de data scientist. J'ai travaillé donc dans une start-up d'abord, en R&D, puis en tant que consultant à Natixis. Et dans les deux cas, j'ai ressenti assez vite une frustration, qui était de pas avoir le résultat de mes actions et de pas mettre en production. À Lydia, vraiment, j'ai trouvé cette culture de la mise en production, du résultat, et du fait que toutes tes actions, en fait, elles doivent apporter de la valeur soit à des clients en interne, soit à des clients en externe. Et ça m'a de suite embarquée. C'était vraiment ce que je cherchais, du sens à mon travail, quoi. Donc moi, je suis arrivée en tant que data scientist. Donc j'étais la seule data scientist au début. Il y avait un stagiaire qui faisait des requêtes pour les équipes en interne, mais
on s'est vite rendu compte, donc avec un autre data scientist qui est arrivé un peu après, que outre les besoins de data science, en fait, il y avait vraiment des besoins de mise à disposition de la donnée aux équipes, et donc de data engineering et de data analytics. Et on a pu construire l'équipe un peu comme on voulait, en lisant plein de trucs, en essayant de faire quelque chose qui à la fois nous ressemblait, mais à la fois était pas, correspondait à ce qu'on attend un peu d'une équipe data. Et aujourd'hui, on a une structure qui nous plaît bien. Donc, il y a 2 équipes data en fait à Lydia. Il y a une équipe data analytics qui est rattachée donc aux opérations et au CEO. Et son travail, c'est vraiment d'évangéliser l'utilisation de la donnée au sein de tous les métiers, de les aider un peu dans leurs besoins de reporting et aussi de faire des analyses ad hoc pour choisir un produit, pour choisir une évolution, pour choisir des campagnes marketing. Voilà. Et ensuite, il y a une équipe data donc rattachée au CTO, donc mon équipe, et elle qui est divisée en 2 sous-équipes, une partie data engineering qui est vraiment là pour créer la data warehouse, la maintenir et avoir un super modèle de données qui permette à tous les utilisateurs externes d'utiliser la donnée comme ils en ont envie, sans avoir d'intermédiaire data. Et ensuite, il y a l'équipe data science qui va plus être en charge de mettre en production des services qui sont liés soit à du machine learning, soit à du data mining. Et quels sont tes plus gros chantiers, peut-être des dernières années ou du moment? Alors, les plus gros chantiers, donc on va séparer un peu la partie data science, data engineering, pour que ce soit plus clair, parce que c'est vraiment maintenant 2 équipes séparées. Et donc pour l'équipe data science, il y a 2 chantiers historiques, disons, sur lesquels on travaille tout le temps. C'est la lutte contre la fraude. Et le deuxième, qui est peut-être un peu moins connu, c'est l'analyse et l'extraction d'informations dans les transactions bancaires que tu peux faire via l'application Lydia, mais aussi via l'agrégation de tes comptes bancaires. Tu peux agréger tes comptes bancaires sur Lydia pour avoir un historique unifié de toutes tes transactions sur toutes tes plateformes. Et du coup, il y a un gros travail là principalement de NLP, mais aussi un travail un peu de data engineering pour le stockage intelligent, etc. Donc ça, c'est pour la partie challenge historique. Ensuite, un des sujets qui nous a le plus occupé cette année, c'est en data science qu'on a envie d'être certifié par l'ANSSI en tant que prestataire de services d'identification à distance. Et L'ANSSI, donc, tu peux peut-être juste ouais, rappeler ce que c'est? c'est l'autorité. Non, mais Plus du même nom. l'institution, Mais c'est l'institution qui délivre. ouais, qui en fait, c'est une institution de l'État qui est en charge de contrôler tout ce qui est système d'information. Ok. Et donc c'est tout ce qui est lié à la sécurité informatique, beaucoup. Et il se lance aussi un peu dans d'autres sujets. Et donc là, c'est vraiment un sujet finalement lié à la sécurité en soi, puisque en fait, nous, on valide des identités à distance quand tu te fais vérifier ton profil. Donc c'est une obligation de l'État de vérifier le profil des gens qui échangent à partir d'un certain montant de l'argent sur une plateforme. C'est obligatoire. À partir de certains montants, c'est des règles définies par l'État, mais et nous, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on certifie ça en analysant donc les pièces d'identité et en s'assurant que la personne qui soumet les pièces d'identité, c'est bien la personne qui est sur la pièce d'identité. Et donc ça, c'est un processus manuel et informatique. Il y a les deux. Et c'est vraiment une demande de l'ANSSI d'avoir vraiment que tout ce qui passe par la machine passe aussi par un humain pour avoir une double vérification. Et du coup, on a vraiment travaillé sur cette partie donc machine, reconnaissance faciale et aussi reconnaissance de pièces, analyse de pièces et essayer de détecter les fausses pièces et tout ça. Donc ça, c'était un énorme sujet de l'année. Et donc, on espère se faire certifier sur ce sujet et ce serait une vraie belle reconnaissance pour notre travail. Voilà. Donc ça, c'était pour les sujets un peu brûlants. Et sinon, on a toujours des sujets aussi un peu moins longs, mais qui nous occupent, c'est de faire des scorings finalement de nos utilisateurs, que ce soit pour le marketing ou pour donner l'accès à des produits. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, par rapport à d'autres institutions financières, on a des populations très différentes, beaucoup plus jeunes, beaucoup plus étudiantes. Et finalement, c'est des populations qui sont souvent mal scorées par ces institutions-là, qui sont des gens à risque selon ces institutions. Or, nous, c'est nos clients. Donc, ça peut pas être des gens à risque. Donc, en fait, on doit aller chercher plus loin que ce qui est classique dans les institutions financières pour décrire un client. Et il y a un truc assez marrant qu'on utilise énormément dans tous nos modèles de marketing, de fraude, c'est l'attachement que les gens ont à Lydia. Et ça se décrit par est-ce que ils postent sur nos réseaux sociaux, est-ce que ils envoient des mails, est-ce qu'ils participent à des événements sur lesquels Lydia fait des paiements ou est là en tant que entité de sales, quoi. Donc ça, c'est pour la partie
data science. Et ensuite, pour la partie data engineering, vraiment l'idée c'est plus classique, mais c'est de maintenir tous les piliers pour que la data warehouse elle soit bien. Donc comment est-ce qu'elle est bien ? Elle est bien si on a un framework de développement commun. Donc on est sûr que personne refait 4 fois les mêmes choses pour écrire dans la base, lire, machin. Et donc ça, c'est le socle. Et après, il y a tout ce qui va autour. Donc l'observabilité, la qualité des données, la documentation. Donc c'est tous ces piliers qu'on fait avancer dans l'équipe data engineering. Et ce qui nous a le plus occupé cette année, c'est de refacto en fait le socle de développement commun, parce que c'est la base de la base. Et ensuite, pour le reste de l'équipe, c'est de migrer vers ce nouveau socle de développement commun. On en avait un avant qui était pas forcément aligné avec nos attentes, et là, on l'aime bien. Ok, donc beaucoup de sujets finalement de data science entre la fraude, la reconnaissance faciale et le scoring. Et forcément, la couche plus technique pour s'assurer que tout ça fonctionne bien. Et donc, si je comprends bien, c'est lié aussi à l'organisation que vous avez choisie chez Lydia. C'est que la partie qui va être plus donc analytics, dashboarding, elle est du côté du CEO. Tout à fait, Okay, au plus proche des métiers. En fait. Donc là, vous avez en revanche une grosse interaction. Ouais. Ça, je suppose que de ton côté, ça s'arrête peut-être quand même à la mise à disposition des données. Et eux, ils ont des analystes qui vont développer les tableaux de bord et faire des requêtes sur certaines données que vous leur mettez à disposition. C'est ça, donc il faut s'occuper de faire des tableaux de bord, même si l'idée aussi c'est que il y ait des gens, que tout le monde puisse faire un peu ces tableaux de bord, mais pour les tableaux de bord qui sont regardés, qui sont vraiment génériques pour la société, oui, ils sont faits par des data analystes, approuvés par des data analystes, voilà. Et aussi, ils vont avoir un travail de faire des analyses ad hoc pour savoir si le produit marche bien, si telle nouvelle feature, elle a pas fait perdre de la visibilité à un autre produit. Donc il y a vraiment un gros travail d'analyse finalement, et nous on essaye, même si c'est pas parfait, même si on essaye tous les jours de faire mieux, mais on essaye au maximum de leur donner la donnée la plus propre possible, l'information la plus propre possible, pour qu'ils passent le moins de temps possible à faire des queries et le plus de temps possible à faire de l'analyse. Et donc c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait on a recruté un nouveau poste il y a pas très longtemps, il y a à peu près 1 an, d'analytics engineer, qui fait vraiment ce pont entre le data engineer qui fait le socle commun, qui a chez nous plutôt une formation de dev, et cet analytics engineer qui doit à la fois s'intéresser à la technique, donc pour faire un truc efficace et qui coûte pas trop cher et qui est pas redondant, mais aussi à la partie métier pour que l'information soit disponible et accessible à tous et simple à comprendre. Et d'ailleurs, une métrique qu'on utilise pour savoir si on fait bien notre travail, c'est la taille des queries des data analysts. Plus elles sont courtes, plus ça veut dire qu'on fait bien notre travail, parce qu'ils ont l'information dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Et du coup, ça fait un peu une boucle retour, parce que eux, ils font des queries, et dès qu'ils commencent à faire des queries un peu longues ou que ça commence à être complexe, ils viennent nous voir et on fait des workshops pour se dire faut remettre un petit peu de jus de cerveau sur les modèles, réharmoniser. Exactement. Ouais, c'est hyper intéressant. Donc maintenant, on va aborder un peu le challenge que j'ai évoqué au départ. Donc à savoir, j'ai utilisé des termes très marketing, donc faire tourner la machine data et garder les équipes motivées. Voilà, je suis vachement curieux que tu nous en dises un peu plus. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être déjà le contexte autour de ce challenge ? Ouais, alors du coup, il y a un truc qui s'est posé à moi assez vite, c'est dès que tu as un premier truc qui marche, en fait, faut le maintenir. Et ça peut être moins marrant que de créer un nouveau truc. Faut le maintenir, et puis faut faire des améliorations, parce que tu fais pas le meilleur produit au début, donc faut faire des améliorations un peu incrémentales. Et donc ça motive moins que de faire un nouveau gros projet. Mais il faut le faire, parce que sinon donc c'est vraiment, il y a un trade-off entre est-ce que je fais que des améliorations incrémentales, ou est-ce que je fais des sujets de fond au risque que les gens soient pas très contents derrière, parce que le truc de base il marche plus si bien que ça. Et du coup le problème, c'est que si tu fais que les améliorations incrémentales, t'as un risque déjà de plus innover, donc d'être sur des vieilles stacks et de plus changer ta stack. T'as un risque au niveau des équipes, qu'ils en aient marre de juste traiter des bugs. Et en plus, le problème, c'est que si tu changes jamais ta stack, t'auras de plus en plus de bugs, de plus en plus d'améliorations incrémentales. Et en fait, à un moment, tu vas plus scaler, tu peux pas mettre 20, 200 personnes pour gérer juste du run. Donc il faut trouver un moyen de à la fois continuer à innover, mais aussi de faire ces améliorations incrémentales et de traiter les bugs. Et donc, comme je disais, ça rejoint un peu le côté comment on garde une équipe motivée,
parce que ça contribue à la garder motivée, mais c'est pas que ça, de garder une équipe motivée. Pour moi, garder une équipe motivée, c'est vraiment... il faut que les gens ils sentent qu'ils aient une valeur ajoutée dans tout ce qu'ils font. Et que c'est pas... ils font pas des tâches à la chaîne, toujours les mêmes, mais vraiment qu'ils ont une valeur ajoutée et qu'ils apportent quelque chose à chaque fois. Et donc ça, c'est un très gros challenge sur lequel on essaye de travailler. Et si je peux te donner des exemples, du coup, sur... des fois, on n'a pas forcément bien géré cette partie run VS faire des projets de fond. Un exemple un peu frappant qui date d'il y a pas très longtemps, on a vraiment tardé à migrer sur Airflow 2, alors que ça aurait résolu énormément de bugs de notre côté de faire cette migration. C'était pas si dur que ça. Et en plus, on est passé de jobs qui tournent en 50 minutes à des jobs qui tournent en moins de 12 minutes. Peut-être tu peux juste rappeler en 2 secondes ce que fait Airflow et comment vous l'utilisez de manière très synthétique. Airflow, en gros, ça nous sert à orchestrer nos tâches. Donc, on a 2 parties. Donc, dans le stack, on a ce qu'on appelle à l'époque des crons, mais des choses qui s'orchestrent, qui se font en batch. Et puis, on a des choses qui se font plus en temps réel, sous format d'API. Et donc, Airflow, c'est vraiment notre base pour tout ce qui se fait en batch. Donc, on va avoir principalement, les plus gros DAG, ça va être sur la création du modèle de données et des données qui sont dans la data warehouse. Mais on a d'autres DAG aussi qui font plein d'autres choses. Et la différence d'Airflow par rapport à d'autres orchestrateurs, c'est que au lieu de faire d'orchestrer tes tâches de manière linéaire en disant tâche 1, puis tâche 2, puis tâche 3, en fait, tu peux faire tâche 1, puis en plus tu dis tâche 2, tâche 3, elles peuvent se faire en même temps, etc. Et lui, il optimise un peu en fonction de la structure de graphe que tu donnes à tes tâches. Ok, moi j'espère que c'est plus clair pour l'audience. Bien sûr. Et excuse-moi, du coup je t'ai coupé. Je peux réexpliquer si tu veux. Non, t'inquiète pas, je pense que c'est clair. Après, il y a toujours des termes qu'on peut aller chercher de notre côté aussi. Moi j'irai regarder un peu. Et du coup t'étais en train de nous raconter l'exemple du coup du passage de Airflow 1 à Airflow 2. Et du coup en fait, c'est un peu complexe qu'ils ont changé entre Airflow 1 et Airflow 2. Je suis pas sûre de savoir exactement toutes les nuances, mais il se trouve que ça marche beaucoup mieux et c'est beaucoup plus rapide. Et du coup, on est passé de gros DAG où on a plein de tâches qui s'effectuent en parallèle, à peu près 250, qui tournaient en 50 minutes et qui maintenant tournent en 12 minutes. Donc c'est pareil. Et du coup, l'impact direct là sur il est frappant à tous les niveaux. C'est-à-dire que les queries qui sont réalisées... c'est moins de latence, c'est-à-dire que t'es sûr que ta donnée qui rafraîchit toutes les heures, elle est vraiment rafraîchie toutes les heures. Parce que quand t'as un truc qui rafraîchit toutes les heures, qui met 50 minutes, ça peut arriver souvent que ce soit pas rafraîchi vraiment toutes les heures finalement. Et puis t'as plein de bugs liés à la latence, parce que tu vas mal optimiser tes queries, etc. Et donc ça a résolu énormément de problèmes d'infra chez nous. Effectivement, concernant ce challenge, donc comme tu l'expliquais, faire tourner la machine, donc c'est-à-dire continuer à bien maintenir, à continuer aussi à faire évoluer les anciens projets, mais tout en proposant suffisamment de nouveaux projets pour garder les équipes motivées. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être plus en détail les initiatives que tu as initiées ou que vous avez initiées en tant qu'équipe, justement pour faire face à ce challenge? Ouais, alors il y a un truc qui paraît assez simple, que beaucoup de gens font, mais qui nous a vraiment aidé à partir du moment où on l'a mis en place, c'est de se mettre des objectifs trimestriels. Alors comme ça a l'air tout simple, mais ce qu'on fait, c'est que on partage donc les objectifs en objectifs de fond, objectifs liés à la roadmap, donc pour servir nos clients, et objectifs dits comportementaux. Donc les objectifs de fond, ça va être typiquement la migration Airflow 2, ça va être des choses un peu pour que notre équipe marche mieux. Les clients finaux, ils voient pas trop la différence au début, mais en fait pour eux ça va changer quand même des choses, mais ils voient pas trop la différence. Les objectifs liés à la roadmap, ça va être par exemple créer un nouvel modèle de données pour un nouveau produit, ou mettre en production un nouveau service pour la fraude, un nouveau modèle pour la fraude. Donc ça c'est vraiment les objectifs liés à la roadmap. Et enfin, on a ce qu'on appelle les objectifs comportementaux. Là, l'idée, c'est quand il y a un collaborateur qui a envie de s'améliorer sur un sujet, par exemple, il veut être plus visible dans la société et il veut améliorer sa prise de parole à l'oral, on va lui mettre comme objectif de faire une présentation à des gens de Lydia qui seraient intéressés par sa présentation. Et comme c'est marqué dans cet objectif, il est obligé d'essayer de s'améliorer sur les points sur lesquels il veut s'améliorer. Ça peut être une compétence technique aussi, ça peut être développer un petit POC sur
un nouveau framework qui le fait marrer. Ou voilà. Donc c'est vraiment, c'est des tout petits objectifs, mais le but c'est vraiment de dire qu'on institutionnalise le fait que tu as le droit de te former pendant que tu travailles. Et du coup, le fait d'avoir tous ces objectifs, on se dit, il faut au moins qu'il y ait 30% d'objectifs de fond à chaque trimestre. Et ça nous force à nous dire, on va continuer à innover, on va pas le faire en un coup, mais on continue à innover. Mais ça, c'est vachement intéressant parce que du coup, finalement, toi, ça veut dire qu'à chaque trimestre, enfin, je dis toi, mais ça peut être de manière collaborative avec ton équipe, tu vas un peu faire le bilan et dire, ok, sur le prochain trimestre, voilà tout ce qu'on a prévu, et tu vas pouvoir t'assurer que pour chaque personne de ton équipe, tu as un peu ce bon ratio où c'est prévu qu'il travaille sur un peu de sujets de fond, même si il y va en traînant un peu les pieds, mais il a aussi des projets innovants qui le font kiffer, et en plus, il y a du développement personnel, donc, et donc ça permet effectivement de gérer ces deux variables, entre guillemets, dont on parlait tout à l'heure, continuer à avancer tout en gardant les équipes hyper engagées, hyper motivées. Ouais, et même si ça paraît simple. Et après, on a mis en place 3 autres alternatives. Je te coupe parce que ça paraît simple, mais effectivement, ça demande quand même une certaine rigueur, et ça demande, je me demande combien de workshops ça demande, ou combien de temps ça vous prend à chaque trimestre, mais je suis pas sûr que ce soit si simple, quoi. Faut quand même le faire. Ouais, non, mais c'est pas. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça peut paraître simple. Il y a beaucoup de sociétés qui ont des objectifs trimestriels, mais nous, à partir du moment où on l'a mis en place, vraiment, je me suis rendu compte d'un vrai changement sur la façon dont on gérait les problèmes. Et même si beaucoup de sociétés le font, en fait, ça valide, selon moi, le fait que c'est utile. Et tu dirais, du coup, effectivement, c'est peut-être un détail, mais ça peut donner une bonne indication à des membres de l'audience qui pourraient avoir envie d'initier ça dans leur boîte. Globalement, tu passes combien de temps, tu dirais, par trimestre? Je sais pas, ça te prend une semaine avant en fin de chaque trimestre pour préparer le trimestre suivant? Ouais, je dirais une semaine pour préparer le trimestre suivant et puis faire aussi un petit un retour sur le trimestre passé, quoi. Voir ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas fait. Puis en fait, ça fait aussi d'une pierre deux coups, parce que je suppose que ça te donne des éléments pour reporter toi à ta direction ou au CEO, j'en sais rien, ouais. et montrer que les choses avancent. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est plus facile pour présenter à la direction, et c'est plus facile pour pousser aussi des projets qui, au départ, les intéressent pas trop, qui sont justement des projets où on veut innover, on veut écrire un article scientifique sur la fraude. Ça n'a pas une valeur immédiate pour le modèle de fraude, même si ça pourrait avoir une valeur dans 2, 3, 4 mois. Mais du coup, on leur dit, ouais, mais ça, c'est pour avancer sur ce sujet. Et du coup, on arrive à faire passer le fait qu'il faut gérer à la fois les besoins des clients finaux, mais aussi le fond, quoi. Et t'allais partir, je pense, sur une deuxième initiative juste avant que je te coupe. Ouais, il y a une deuxième initiative, c'est aussi que on se rend compte que souvent les personnes qui utilisent la data, ils ont plein de questions, ils veulent des petites améliorations, ils n'arrivent pas à utiliser tel ou tel outil, et ils ont tendance à taguer toute l'équipe data sur Slack pour demander est-ce que tu peux m'aider avec mon problème, etc. Et ça, c'est normal, parce que c'est normal qu'on soit là pour aider sur l'outil, mais parfois c'est super dur à gérer parce que t'es interrompu tout le temps, t'arrives pas à faire ton boulot, t'arrives pas à faire avancer tes projets parce que t'aides X ou Y. Et du coup, la solution qu'on a trouvée, c'est ce qu'on appelle le dicer entre nous. Mais c'est quelqu'un qui tourne toutes les semaines, plutôt dans les seniors de l'équipe. Et donc son rôle, c'est vraiment de répondre à toutes les questions des gens externes à l'équipe sur Slack. Son rôle, ça va être aussi de regarder donc toutes les alertes qui sonnent pour voir s'il y a des bugs, qualifier les bugs, est-ce que c'est des bugs qu'il faut régler de suite et du coup il les règle, ou est-ce que c'est des choses qu'il faut qu'on regarde les semaines suivantes, et du coup il va qualifier le Jira, etc. Donc vraiment, il sait que cette semaine-là, quand il est dicer, il va être interrompu, il va avoir plusieurs tâches, donc il prépare sa semaine en conséquence, mais les autres semaines, il est tranquille, et il sait qu'il sera pas interrompu par des sujets externes. Et du coup, il y passe, ça lui prend 50% de son temps sur une semaine, ou... Ça dépend vraiment des semaines, mais je pense qu'on peut compter à peu près une journée, en moyenne. Ok, ce qui n'est pas tant que ça, mais parce qu'en fait, il redistribue quand même aussi les tâches après à d'autres personnes. C'est juste qu'il a surtout un rôle, comme tu dis, de qualifier les sujets pour ensuite les redistribuer, les reprioriser, peut-être les sizer, vu que c'est un profil un peu senior, ou en discuter avec toi. Exactement, c'est un point d'entrée. Mais c'est pas forcément lui qui fait tout. Non, pas du tout. C'est vraiment juste le point d'entrée pour les questions et celui qui qualifie les bugs. Alors si c'est un bug urgentissime,
Il va le prendre. Il va prendre, et du coup parfois quelques semaines ça peut être 2 jours, mais la plupart du temps c'est surtout le qualifier pour le faire passer la semaine d'après en fait. Pour gérer donc plutôt les tickets d'amélioration incrémentale comme je disais, donc rajouter une colonne dans une table, changer le nom d'une colonne, ou rajouter une nouvelle entrée dans certains softs. En gros, ça c'est des petites tâches qui vont prendre, je sais pas, 1 jour, une demi-journée, 2 jours. Ce qu'on fait, c'est que on fait un binôme au début de la semaine, donc c'est 2 autres personnes que le dicer. Et donc c'est un binôme de gens, soit avec des seniorités différentes, soit avec des spécialités différentes. Donc ça peut être un data scientist, un analytics engineer, un data scientist, un data engineer, etc. Et l'idée, c'est qu'ils vont devoir traiter les tickets de la semaine ensemble, et au maximum en pair programming. Donc c'est pas mal parce que ça permet de faire descendre du coup finalement ces petits tickets dont les gens ont besoin mais qu'on n'a pas forcément envie de traiter, tout en ayant un aspect un peu sympa qui est de travailler avec quelqu'un d'autre, de découvrir comment travailler avec quelqu'un d'autre. Ça permet aussi à tout le monde d'avoir une idée de comment fonctionne l'intégralité de la stack. C'est pas parce que t'es data scientist que tu sais pas comment on fait une table. Voilà. Oui, ça permet aussi de peut-être au profil un peu moins tech de monter en compétences grâce à des profils un peu plus tech, et inversement peut-être ça permet aussi aux profils qui sont un peu plus près des front users, donc peut-être un poil plus business de faire le lien. C'est intéressant. Exactement, ouais. C'est vraiment un échange de connaissances, et aussi ça aide les gens à se connaître entre eux, puis à travailler mieux après par la suite, où ils ont des projets où ils doivent vraiment collaborer. Et donc ça doit normalement faire maximum 2 jours dans la semaine pour les 2 personnes. Est-ce qu'il y avait d'autres initiatives que tu souhaitais nous partager ? Ça c'était vraiment sur la partie donc gérer les améliorations incrémentales vs continuer à innover et faire des papiers de recherche, ou faire des changements de framework de fond. Mais en fait, ça va plus loin que ça de garder les équipes motivées. Et comme je te disais, pour moi, c'est vraiment que t'aies vraiment l'impression d'avoir une valeur ajoutée, d'apprendre toujours, mais surtout que t'aies une valeur ajoutée, que tu sois pas en train de faire exactement la même tâche tout le temps, que tu sais faire, et où finalement tu peux le faire un peu comme un robot. Et donc pour ça c'est hyper structurant pour moi. Et un exemple où je pense que ça peut poser problème, c'est dans certaines sociétés, les data scientists, ils font juste leur modèle sur leur notebook, donc ils font sur leur espace de travail, sans se poser aucune question de mise en production. Ils envoient ça au data engineer qui doit se débrouiller ensuite pour mettre en production. Ça, moi, je trouve que non seulement c'est pas efficace, parce que toutes les subtilités du modèle, elles vont pas forcément être comprises par le data engineer, et il va pas forcément le mettre en prod de la bonne façon. Et en plus, pour le data engineer, il a un petit côté je fais le ménage derrière l'autre. Et ça met une espèce de hiérarchie qui me plaît pas du tout entre les métiers de la data. Et donc, nous, quand on recrute des gens, on leur dit spécifiquement les data scientists, ils mettent en production. Ils vont jusqu'à la mise en production. Ils prennent leurs données, ils les transforment, et ils vont jusqu'à la mise en prod. Et ça, c'est vraiment structurant. Et c'est vrai que parfois, y a des gens qui sont un peu rebutés par ça. Mais nous, on trouve que c'est mieux pour l'ambiance de l'équipe. Ça veut pas dire que le data engineer, il intervient jamais et qu'il est jamais le data scientist à mettre en production. Au contraire, ils vont faire du pair programming, il va review toutes les pull requests du data scientist pour s'assurer que c'est du bon travail, que c'est du bon code. Il va apprendre au fur et à mesure, mais c'est quand même la responsabilité du data scientist de mettre en prod. Et donc ça, c'est vraiment structurant. Un autre sujet qui est structurant sur le côté, il faut que tout le monde ait de la valeur ajoutée, et personne il n'y a pas de hiérarchie en fait entre les rôles. Avant que tu passes à la suite, c'est marrant parce que ça me fait penser quasiment à la même relation qu'avaient à l'époque les développeurs et les équipes qu'on appelait historiquement IT Operations avant l'arrivée du courant DevOps, où il y avait vraiment cette ambiance où les développeurs, en fait, ils développaient la solution, mais ils en avaient rien à faire de comment ça allait être mis en prod après. Et puis, il y avait un peu cette ambiance où, en fait, ils balançaient le code au-dessus du mur une semaine avant que le produit doive être shippé. Et puis, tu avais les équipes IT Operations, qui sont maintenant souvent devenues les DevOps, qui se retrouvaient en mode en énorme galère parce que le code respectait aucun standard, et que les devs, comme ils étaient sous pression à la fin, ils leur envoyaient n'importe quoi. Enfin, donc je trouve que c'est exactement le même parallèle, et c'est hyper bien traduit dans un livre, tu sais, qui est un espèce de roman sur le développement. Tu vois comment il s'appelle ou pas? Non, je vois pas. Je me demande si c'est pas Phoenix.
peut-être que je me trompe, je le mettrai dans les descriptions. Je l'ai lu, c'était Marie Krapp qui travaillait avant chez VP qui me l'a recommandé. Il est vraiment excellent. Ils ont réussi à faire un roman sur ce sujet-là en créant des personnages. Bon, après, il faut vraiment être un peu geekos dans l'âme, tu vois. Mais ça me va. Il est vraiment marrant parce que du coup, ça crée des embrouilles de dingue. Et puis à la fin, ils arrivent justement à créer un peu ce côté DevOps où ils balancent plus le truc au-dessus du mur. En fait, ils ont créé une porte et puis ils peuvent échanger pour s'assurer que le code est bien développé un peu depuis le début en respectant les standards et tout. Bref, je m'écarte. Non, mais je vais le dire avec plaisir. Mais non, c'est vraiment, je trouve ça vraiment important. Et c'est vrai que parfois, il y a des candidats qui ont refusé ou qu'on a refusé pour ces raisons-là, mais tant pis. Enfin, je pense que c'est vraiment important qu'on reste sur cette partie-là. Et en plus, dans les principes à Lydia, c'est vraiment d'apporter de la valeur au client final. Et quand t'es data scientist et que tu fais ton modèle dans ton coin, en fait, t'apportes pas de valeur. Donc en fait, tu perds un peu ce côté je vais jusqu'au bout et qui m'a plu moi quand je suis arrivée ici, quoi. Et un autre sujet aussi qui est aussi dans des fausses hiérarchies en fait qu'on peut voir parfois dans certaines équipes entre les rôles data. Pour nous, le rôle du data analyst, c'est pas de faire les queries de tout le monde et de pas analyser les données et de pas aider à comprendre la donnée, analyser la donnée. Et du coup, pour ça, en fait, on a fait le choix dès le début de créer une data warehouse qui soit très orientée produit. Donc, on passe énormément de temps à se poser des questions sur est-ce que cette donnée, elle est bien présentée, est-ce qu'elle est simple à comprendre, est-ce qu'elle correspond au nom qu'on a dans le produit, voilà, pour que ensuite le data analyst, ils doivent pas s'arracher les cheveux pour savoir qu'est-ce que ça représente, d'où ça vient, mais pour que juste ils disent voilà l'information que je cherche. Maintenant, je vais pouvoir dire ce produit-là a bien marché parce que il semblerait que ça marche plus sur ces utilisateurs. Finalement, le rôle qu'on attend d'un analyste, quoi. Et du coup, ça passe donc par le choix qu'on a fait sur la data warehouse, et puis comme je t'ai dit tout à l'heure, par le fait d'avoir recruté ce nouveau poste d'analytics engineer, qui est vraiment là pour s'assurer que le modèle il est bien fait, qu'on l'améliore au fur et à mesure, qu'il suit les évolutions du produit. Voilà. Mais même au-delà du coup de cet aspect effectivement bonne harmonisation du modèle dans le data warehouse, il y a vraiment ce côté aussi, je suppose, d'aller parler aux analystes, identifier un peu les éléments qu'ils comprennent pas, les bloqueurs, etc., qui peuvent être effectivement peut-être multiples. Et en fait, c'est vraiment adapter aussi le wording utilisé pour être sûr qu'il soit compréhensible par les analystes. C'est intéressant parce que ça fait presque penser à une approche un peu UI, UX qu'on pourrait retrouver dans le web. Et c'est Kemal qui en parlait dans l'épisode avec Doctolib. Je crois que c'est l'épisode 11. Et lui, il parlait d'un peu enfin, il sortait un concept que j'avais pas encore entendu sur le podcast, qui est peut-être évident, mais c'était data user experience. Et c'était vraiment maintenant de passer un peu à la next step et de vraiment penser, au-delà de penser la data comme un produit, vraiment penser l'expérience pour les utilisateurs data de tous ces produits data, que ce soit les modèles, que ce soit les données en elles-mêmes, que ce soit les documentations, etc. Bref, pareil, petit aparté. Ça me permet aussi de placer un épisode. Écoute, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? Ouais, alors moi j'aime bien le blog qui s'appelle Distill. Donc c'est un blog qui fait de la visualisation sur soit des concepts d'apprentissage automatique, soit sur même des concepts de maths un peu fondamentaux. Et donc il y a pas énormément d'articles qui sortent parce que c'est vraiment des articles très très complets et je pense qu'ils leur prennent beaucoup de temps à faire. Et mais c'est des super vies sur des réseaux de neurones, sur comment ça marche, l'attention dans un réseau de neurones. Donc c'est un concept un peu particulier. Mais vraiment l'idée c'est de visualiser des concepts très complexes avec des vies incroyables. Donc moi j'adore ce blog. Ok, c'est-à-dire que c'est un peu plus facile à absorber qu'un papier de recherche. Ouais. Okay. Et c'est sans parler de papier de recherche, c'est vraiment ils reviennent sur certains concepts. Donc ils parlent de papier de recherche, mais aussi de concepts fondamentaux. Et parfois on a une vision pas forcément graphique ou géométrique d'un réseau de neurones. Parfois c'est dur d'avoir une visualisation mentale, alors qu'en fait ça peut aider à comprendre plein de raisons pour lesquelles ensuite ton réseau de neurones il marche ou il marche pas, quoi. Donc ça c'est moi j'adore ce blog. Et sinon moi j'aime bien le blog technologique d'Airbnb. Je trouve qu'il est bien écrit et souvent ça correspond pas mal à des problématiques qu'on se pose à Lydia.
sur les paiements, sur le fait de rejouer les événements. Ils sont assez avancés et leur blog est très sympa à lire. Qu'est-ce que tu aimes dans la data ? Alors moi, ce que j'aime bien dans la data, c'est le fait que ça change tout le temps. Il y a des nouveaux modèles qui sortent tout le temps. Il faut toujours s'adapter à une nouvelle stack. Et du coup, d'année en année, j'ai pas du tout l'impression de faire le même métier, alors que ça fait très longtemps que je fais ce métier. Mais j'ai pas du tout l'impression de faire le même métier tous les ans, et ça, c'est vraiment hyper motivant. Ouais, c'est clair. Faut faire entrer un nouveau rôle d'analytics engineer, tu sais, d'une année sur l'autre. Mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'en début, moi, je fais ce métier depuis 4 ans, même si je fais pas exactement le même métier, mais je travaille dans la data depuis 4 ans. Et au début, j'avais pas encore cette sensation que ça bougeait aussi vite. Tu vois, parce que je pense que quand ça fait que quelques années, t'es plutôt tout le temps à te dire, ah, c'est trop lent, ça avance pas assez vite, etc. Et c'est vrai que maintenant, avec du recul, le fait de commencer à dézoomer sur 4 ans et que je vois juste l'état du marché de la data il y a 4 ans et maintenant, je comprends pourquoi les gens disent ça avance à une vitesse hallucinante avec voilà tous ces concepts de modern data stack, d'analytics engineer, les changements de paradigme complet. Et du coup, je peux juste imaginer ceux qui sont dans le milieu depuis genre 20 ans et qui voient ça en mode ils doivent halluciner parce que nous on est encore jeunes, on a la niaque et tout, mais je me dis il y a peut-être un moment où t'as la flemme, tu vois, de devoir tout réapprendre tous les 4 matins. Mais c'est aussi ce qui rend le métier cool. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? Pour moi, ce qui m'a fait le plus progresser, c'est de toujours essayer de comprendre les outils sur lesquels je travaille. De jamais les prendre comme des boîtes noires. Et donc ça marche à la fois pour la partie data science et la partie de data engineering. Vraiment essayer de comprendre la base, c'est quoi une base de données. Moi, du coup, j'avais plutôt une formation mathématiques appliquées, donc pas forcément très proche du développement. Tech pure au départ. Ouais. Et vraiment, je suis allée chercher les concepts les uns après les autres pour vraiment comprendre tous les outils sur lesquels je travaillais en profondeur. Parce que je trouve que quand tu commences à utiliser des outils en mode boîte noire, en fait, tu prends des contresens et tu fais un peu des erreurs, alors que si tu as vraiment les concepts de base, tous les nouveaux outils qui sortent, tu vas réussir à les comprendre et réussir à les utiliser de la bonne manière. Et c'est encore plus vrai, je pense, sur la partie machine learning. Il y a plein de gens qui utilisent certains modèles un peu en disant c'est magique, ça marche, mais en fait ça marchera pas parce que pour plein de raisons, ça peut pas marcher sur ce que tu fais. Et du coup, pour moi, c'est vraiment de toujours, quand j'utilise un outil, vraiment me dire qu'est-ce que ça fait, comment ça marche, pourquoi ça marche, dans quel cas ça marche. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Moi, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est d'être flexible. Enfin, c'est de pas être rigide. Donc là, on s'est parlé de plein de trucs que j'ai mis en place, qu'on a mis en place en tant qu'équipe. Mais en vrai, ça se trouve, dans 6 mois, ça marchera plus du tout parce que c'est plus les mêmes psychologies de personnes, c'est plus les mêmes personnes. Ils ont grandi ou pas. Et même tout l'écosystème bouge beaucoup. Et si tu restes figé dans tes concepts, ça marche pas. Donc vraiment, l'idée, c'est que quand tu crées quelque chose, t'es prêt à le déprécier le mois d'après, quoi. Pour moi, c'est ça qui est... Mais du coup, on t'a donné ce conseil parce qu'à un moment, t'étais pas très flexible. Peut-être. Mais je me suis forcée et maintenant, ça va. Je pense qu'il faut faire le pas à un moment et après, c'est bon. Écoute, Christelle, on arrive sur la fin de l'épisode. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de conclure, j'ai un petit service à vous demander. Si ce n'est pas déjà fait, est-ce que vous pourriez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast ? C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Merci et à bientôt.